confins de l'océan austral, la houle des 40e rugissants, tant redoutée des marins, vient frapper inlassablement la côte d'une terre qui semble s'être échappée de la course du temps, la Tasmanie. Cette île du sud-est de l'Australie s'est séparée du Gondwana, le continent originel, il y a 45 millions d'années. La Tasmanie a alors évolué en autarcie et a conservé jusqu'à nos jours une nature intacte et unique au monde. Cette immensité sauvage, encore méconnue, offre aux visiteurs un voyage saisissant dans des paysages venus d'un autre temps. Nous sommes sur la côte du Tarkine, une vaste région sauvage du nord-ouest de la Tasmanie. Les vagues terminent ici une course ininterrompue de 16 000 km depuis l'Argentine. Cette immensité océanique vaut à cette côte le surnom évocateur de bord du monde. L'air que l'on y respire est le plus pur de la planète. Maddie Soutet et Chris Stone arpentent cette zone à la recherche de nouveaux parcours pour les randonneurs qu'ils guideront bientôt ici. Ils proposent une expérience au contact des éléments et résolument tournée vers la découverte de la nature sauvage. Comme beaucoup d'habitants de Tasmanie, ils militent pour la protection de leur île. Et selon eux, on ne protège bien que ce que l'on aime. C'est dans ce but qu'ils souhaitent mieux faire connaître cette vaste étendue de nature vierge et inhabitée. Le Tarkine tient son nom d'une tribu côtière aborigène qui vécut ici jusqu'à l'arrivée des Européens au XIXe siècle. Ce peuple, semi-nomade, vivait dans des campements saisonniers dont il ne reste aujourd'hui que très peu de traces. Nous sommes sur un site aborigène où une famille s'installait pendant l'hiver. Il ne reste que cette dépression creusée dans le sol, où ils bâtissaient une simple hutte de branchages et de peaux en forme de dôme. Ils revenaient ici tous les ans. Ils faisaient attention de s'établir dans un lieu abrité du vent où ils pouvaient faire du feu. Et ils se débarrassaient des coquillages qu'ils mangeaient au même endroit, année après année. Les hauts monticules de coquillages qui parsèment la côte sont les témoins silencieux de la présence des aborigènes du Tarkine. Avec la colonisation, les 10 000 aborigènes qui peuplaient la Tasmanie depuis 30 000 ans ont disparu en moins d'un siècle.
victime de la persécution et des maladies. Cette triste page de l'histoire a été tournée. Pour Madi, ce lieu chargé de mémoire invite à la contemplation de la côte, aujourd'hui livrée à la nature et aux caprices de l'océan austral. Le rivage tourmenté du Tarkine n'est que le début d'un voyage de plusieurs jours qui mènera Chris et Madi jusqu'au relief boisé de l'intérieur de l'île. Frontière naturelle du sud du Tarkine et seule voie de communication de cette région isolée, la rivière Pieman permet de quitter l'océan pour rejoindre l'intérieur des terres. C'est à bord de l'Arcadia que Chris et Madi vont remonter le cours d'eau. À l'époque de la construction de l'Arcadia en 1939, de petites embarcations remontaient déjà la rivière en direction des rares zones colonisées. Après 2 heures passées sur l'Arcadia, la lumière changeante de Tasmanie a effacé les brumes du matin pour laisser la place au soleil au-dessus du village de Corina. Cet ancien village de chercheurs d'or, qui connut son apogée à la fin du XIXe siècle, s'étendait sur les 2 rives de la rivière Pieman. La ruée vers l'or avait attiré de nombreux pionniers, et Corina était une petite ville de plus de 2000 habitants. Puis l'or a commencé à se faire rare, et Corina a lentement dépéri. Désertée, Corina revit depuis 5 ans grâce à un projet écotouristique initié par Gary Sullivan.
Dans les années 40-50, Corina est passée de 2000 habitants à 2 ou 3 à peine. Puis, pendant une trentaine d'années, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose à Corina. Mais on a décidé de s'y installer et d'en faire un éco-lodge pour faire découvrir au monde entier tout ce que la forêt du Tarkine peut offrir. Sauvée de l'abandon et transformée en résidence hôtelière, cette petite bourgade est devenue une halte accueillante au cœur de l'immensité du Tarkine. On a bâti à Corina une vingtaine de maisons traditionnelles australiennes. Elles sont alimentées en eau de pluie et en énergie propre. Pour Gary Sullivan, ce choix répond à un véritable engagement écologique. Ici, on fait attention à tout pour préserver l'environnement. On ne met pas n'importe quel savon dans les salles de bain. On encourage les gens à économiser l'eau. On met des ampoules basse consommation dans toutes les chambres. Et le but est que les gens continuent à effectuer ces petits gestes une fois rentrés chez eux. On fait encore d'autres petites choses, petites mais efficaces. Par exemple, on utilise ces pailles en papier. Si elles se retrouvent dans la forêt, elles disparaissent en une semaine ou deux, alors que dans beaucoup d'endroits, il y a des pailles en plastique partout. Dans les chambres, le savon n'est pas emballé. On le présente juste comme ça. Ça fait donc moins de déchets. Et puis ici, on ne vend pas de bouteilles d'eau en plastique, vous savez, comme toutes ces eaux minérales qu'on trouve partout dans le monde. On fournit ces bouteilles à nos clients. Ils peuvent les remplir autant de fois qu'ils le veulent. On ne les jette pas. On les réutilise et on les réutilise. Ici, on pense que ce sont tous ces petits détails qui font la différence. Corina et ses alentours font partie d'un programme de développement touristique au sein d'une réserve naturelle. C'est en partenariat avec les services de protection que Gary travaille sur ses futurs projets. À quelques minutes de Corina, il mène Chris et Maddie en pleine forêt pour leur faire découvrir sa nouvelle idée. Il n'y a pas beaucoup d'eau en ce moment parce que le temps est très sec. Cet écrin de verdure s'appelle la cascade des amoureux. Gary veut créer ici une plateforme en bois suspendue à la falaise, d'où les touristes pourront admirer le lieu et se faire servir un dîner face à la chute. Le développement de Corina accompagne un tourisme encore en devenir dans la région. Le village se prépare à en être le point central et la porte ouverte sur l'immense forêt du Tarkine. Cette forêt primaire tempérée est la plus grande de l'hémisphère sud. Une des dernières sur notre planète. Elle abrite les plus vieux et les plus grands eucalyptus au monde. Elle s'étend sur plus de 200 000 hectares, dont les 2 tiers restent encore inexplorés.
Dans cette forêt vierge où il n'existe aucun sentier, Maddy et Chris créent des parcours balisés au cœur de ce labyrinthe vert. C'est par là qu'ils guideront les randonneurs à la découverte de cette nature exubérante. Dans ce milieu humide, les mousses et les lichens règnent en maître. Ils recouvrent les fougères arborescentes et les arbres géants dont l'histoire nous invite à un voyage dans le temps. Les myrtes sont les grands arbres que vous voyez là. Ils remontent à l'ère du Gondwana. Certaines des premières plantes à fleurs, apparues il y a 10 millions d'années, étaient des espèces cousines du myrte. On en a retrouvé des fossiles au Chili et en Antarctique, car à cette époque, tous ces continents ne formaient qu'une seule masse terrestre, le supercontinent appelé Gondwana. Le pollen de ces plantes a été daté entre 10 et 15 millions d'années. Les dinosaures et des animaux gigantesques arpentaient ces forêts. On aurait pu croiser des wombats énormes, de la taille d'une voiture, des kangourous carnivores de plus de 3 mètres de haut. Aujourd'hui, ces animaux sont beaucoup plus petits et sont tous herbivores. Mais si la faune a effectivement beaucoup évolué, la flore, elle, a très peu changé au fil du temps. Cette forêt unique n'est pourtant pas entièrement protégée, et seulement 5% sont classés parc national. Chris et Maddy pensent que la découverte de la forêt par le plus grand nombre peut aider à sa préservation. Ils invitent les randonneurs de tous les horizons à partager avec eux une immersion au cœur du Tarkine et les accueillent au camp de Tiger Ridge. Le wallaby, petit marsupial cousin du kangourou, partage son territoire avec les visiteurs occasionnels de cette forêt pas comme les autres. La Tasmanie, qui compte moins de 500 000 habitants, est pourtant une île étendue, de la taille de l'Irlande. Sur sa côte nord, abrité des courants de l'océan austral, se dresse un volcan éteint, vieux de 13 millions d'années, que l'on appelle la Noix. Il protège Stanley, petit village de pêcheurs, témoin de l'époque de la colonisation britannique. Ses habitants ont su préserver le charme ancien de ses habitations et son étonnante atmosphère de village de la côte anglaise. Ma famille est venue d'Irlande et s'est installée à Stanley en 1840. Mon ancêtre est arrivé ici comme berger. Il s'appelait Thomas O'Carroll. Moi, je m'appelle Bernard Charles Patrick O'Carroll Atkins. Je suis le fils d'une longue lignée. Comme Bernard Atkins, une grande partie des 450 habitants de Stanley sont les descendants des premiers colons. Ils ont conservé l'héritage de leurs aînés et le partagent aujourd'hui avec les visiteurs qui viennent nombreux jusqu'ici.
Environ la moitié des habitants du village ont une activité liée à la pêche. L'autre moitié travaille comme moi dans le domaine du tourisme, qui s'est énormément développé dans notre village. Beaucoup de gens viennent visiter ou faire un séjour à Stanley. Ils viennent faire un saut dans le passé et voir à quoi ressemblait un village il y a 150 ans, ce qui est assez peu courant ici. C'est un peu comme faire un voyage dans le temps, vous comprenez? Et c'est tranquille. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Tasmanie, d'Australie et de l'étranger, juste pour faire un break, se détendre et apprécier l'atmosphère du village. Tous ces vieux cottages ont un côté assez rustique à l'ancienne. Bon, on les a un peu rénovés, mais ils sont restés identiques à ce qu'ils étaient. Le village fut fondé en 1826. Les familles de colons venues alors chercher fortune sur ces terres vierges firent de Stanley la 4e colonie d'Australie. À cette époque, la découverte de ces nouvelles terres attirait de nombreux Européens en Tasmanie. En 1910, un naturaliste autrichien du nom de Gustav Weindorfer explore les régions montagneuses du centre de l'île. Au cours de son périple, cet alpiniste amateur est fasciné par un endroit alors inaccessible, Cradle Mountain. Gustav Weindorfer a alors l'idée folle de s'installer définitivement dans cette région isolée avec sa femme. Il lui faudra plusieurs années pour bâtir de ses propres mains un chalet imposant qu'il baptise Waldheim, la maison de la forêt. Désireux de partager sa passion pour la région, il y accueillera les montagnards dès 1912. Très vite, ce visionnaire émet l'idée de préserver la faune et la flore endémique de cette région pour les générations futures. Et dès 1922, il obtient que Cradle Mountain devienne une réserve naturelle. Avec le temps, le rêve de Gustav Weindorfer s'est réalisé. Le parc national de Cradle Mountain fait aujourd'hui partie d'une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'étend sur le quart de la Tasmanie. La flore et la faune préservée de Cradle Mountain offrent aux visiteurs l'opportunité de côtoyer de près de nombreuses espèces animales. Comme le wallaby, le wombat est un marsupial herbivore que l'on croise fréquemment en Tasmanie. Son allure débonnaire ne doit pas faire oublier la puissance de ses mâchoires, capables de s'attaquer à l'écorce et aux racines des arbres dont il se nourrit. Cet animal assez fort pour renverser un homme adulte est pourtant la proie d'un marsupial carnivore plus petit, le diable de Tasmanie. Véritable mascotte de Tasmanie, le diable a la réputation d'avoir mauvais caractère. De par son activité essentiellement nocturne, il est difficile de le croiser en pleine nature. Le public peut en apprendre davantage sur son mode de vie auprès de Nicole,
qui voue son énergie à la protection du petit animal. Elle connaît chacun de ses 31 protégés et tient à briser les idées reçues qui circulent à leur sujet. Voici Ebony. Elle a bientôt 3 ans. Pour un diable de Tasmanie, ça veut dire qu'elle est arrivée environ à la moitié de sa vie. Question personnalité, je dirais qu'elle est extrêmement facile à vivre. Beaucoup de gens pensent que les diables sont féroces et terriblement agressifs, alors qu'en fait, ils sont plutôt farouches et très craintifs envers les humains. Ils communiquent en poussant des hurlements, et c'est assez bruyant. C'est pour cela que les humains leur prêtent un comportement agressif. Mais pour ces petites bêtes, c'est tout simplement un moyen de communiquer. Nous nous consacrons à la protection et à la reproduction en captivité de ces marsupiaux carnivores. Le but est d'arriver à former une base de population saine pour sauver les diables de l'extinction. Parce que malheureusement, l'espèce est gravement menacée par une maladie qui fait des ravages. La tumeur faciale du diable de Tasmanie l'empêche de se nourrir normalement. Et les animaux frappés par cette terrible maladie meurent de malnutrition. Près de 60% des diables sauvages ont disparu en l'espace d'une douzaine d'années à peine. Même si de rares individus ont montré une résistance naturelle à la maladie, il n'existe aujourd'hui aucun remède susceptible de sauver l'espèce la plus emblématique de Tasmanie. Seules les initiatives de ce type, menées à travers tout le pays, peuvent donner l'espoir que le diable échappera à son triste destin. L'an dernier, nous avons eu la chance d'avoir pas mal de naissances, puisque 16 petits sont nés de 3 femelles différentes, ce qui constitue un excellent taux de réussite. La saison des amours va bientôt commencer, donc on verra si nos jeunes demoiselles vont trouver à leur goût les prétendants de cette année. C'est un peu comme si on engloutissait un steak de 15 kilos en un seul repas. Ça fait beaucoup de viande. On raconte souvent l'histoire vraie de 2 diables de Tasmanie qui ont trouvé une vache morte dans un pré. Ils ont commencé à la dévorer par le flanc. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Rassasiés, ils se sont endormis à l'intérieur de la vache. Elle leur a servi de tanière pendant une bonne semaine. Et dès leur réveil, ils pouvaient recommencer à se goinfrer. Pour un diable, c'est comme une maison en pain d'épices. Le parc national de Cradle Mountain est le plus vieux et le plus populaire de Tasmanie. Et les visiteurs viennent ici profiter d'une nature aussi sauvage qu'accessible. L'eau pure des lacs de Cradle Mountain est pour les randonneurs une source abondante d'eau potable. Toutes les eaux douces de l'ouest de la Tasmanie ont la couleur du thé noir. La tourbe et la végétation chargent l'eau en tanins qui lui donnent cette couleur sombre et son goût caractéristique. De nombreux sentiers balisés sillonnent entre les lacs et permettent d'explorer chaque recoin sans altérer les sols fragiles, gorgés d'eau de pluie. Cet accès facile permet aux visiteurs de venir ici pour de courtes marches d'une journée et profiter du panorama dominé par la montagne qui donne son nom au parc national.
Pour les plus aventureux, Cradle Mountain est le point de départ de randonnée vers les étendues sauvages qui s'ouvrent devant eux. Mark Davis et Liv Bradshaw sont originaires de Tasmanie. Ils ont quitté Cradle Mountain il y a plusieurs jours et parcourent l'Overland Track, le plus célèbre des chemins de randonnée de Tasmanie. Ils se connaissent depuis de nombreuses années, mais c'est la première fois que Liv accompagne Mark Davis sur ce parcours. Un à la fois, Liv. Un à la fois. L'Overland Track attire chaque année 200 000 randonneurs venus du monde entier. Le succès de cette destination permet d'investir dans des infrastructures qui protègent les zones les plus fragiles, comme les berges de rivières ou les zones humides recouvertes de mousse. Les services des parcs nationaux australiens semblent avoir ici réussi l'alliance de la protection d'une zone classée et du tourisme de masse. Ami de son père, avec lequel il construisait les passerelles du parcours, Mark a connu Liv adolescent. Fin connaisseur de la région et randonneur d'expérience, il le guide hors du sentier pour lui faire découvrir un lieu qui lui tient particulièrement à cœur. On a besoin de trouver un endroit pas trop exposé, parce que le vent peut souffler sur le lac. On doit trouver un abri. Ouais, ce serait parfait. Sur le plateau, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on en trouve un. Il faut qu'on descende du plateau pour faire le camp. Il y a plein de plantes ici. Ce sont tous des conifères. On dirait Jurassic Park. C'est assez étonnant. Le lac est encore loin? Environ 15 minutes de marche. Nous sommes à environ une journée de marche du plus célèbre chemin de randonnée de Tasmanie, l'Overland Track. Mais si nous sommes montés jusqu'ici, c'est pour sortir des sentiers battus et pour découvrir des paysages encore plus isolés. Nous sommes ici dans un endroit qu'on appelle le labyrinthe. C'est une très vieille forêt de conifères, parsemée de lacs de montagne. Personnellement, j'adore cet endroit. Parce que, vous savez, il est incroyablement ancien. Quand je m'assois ici, je visualise parfaitement l'ère du Jurassique et les dinosaures qui couraient dans le paysage.
Dans ce paysage hors du temps, Marc offre à Leif l'occasion de vivre une expérience de quelques jours au cœur d'une nature exceptionnelle. C'est au bord du lac Elisa qu'ils choisissent de s'installer pour la nuit et d'où ils pourront profiter des premières lueurs du jour. Take these pigs. Hey, hey. It's good. Les rares personnes qui viennent ici sont stupéfaites d'être immergées dans une nature sauvage telle que celle-ci. Ça ne me surprend pas qu'ils gardent un souvenir aussi extraordinaire de cette expérience. Il n'y a rien de tel que de venir dans un endroit comme celui-ci et de contempler les cycles de la nature. Ça nous rappelle à quel point nous sommes fragiles et à quel point nous sommes liés aux endroits où nous vivons. Pratiquement personne ne vient dans ces endroits, qui sont un peu à l'écart. La plupart des randonneurs se contentent de suivre le sentier. Cet endroit est une sorte de refuge pour moi. Ici, je me reconnecte avec mes sens. Et plus que tout, ce genre de lieu est pour moi une source de bien-être. À chaque fois que je viens ici, j'en repars avec la sensation d'être un homme neuf. Ouais, je ressens la même chose. On a tellement d'espace ici pour respirer et réfléchir. Là, nous sommes sur les hautes terres de la Tasmanie. Nous avons la chance de vivre sur une île d'une diversité incroyable. Le plateau central est traversé de chaînes de montagnes absolument magnifiques, comme celles que nous voyons derrière nous et tout autour de nous. Et si on ajoute les plages immaculées de la côte et les immenses forêts de l'ouest et du sud de la Tasmanie, alors je dirais qu'on vit dans une sorte de paradis. Et je pense qu'il faut prendre le temps de l'explorer pour comprendre et apprécier cet endroit où nous vivons. Oui, et pour saisir à quel point c'est un paradis.
et en voir toutes les facettes.